Et si la guerre contre l'Iran n'était pas vraiment une guerre américaine, si elle était menée pour le compte d'un autre pays? C'est l'argument, pour le moins percutant, qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant directement sur les documents sources. Alors, pour tenter de répondre à cette question, on va aussi plonger dans un argument assez controversé qui cherche à redéfinir les véritables motivations derrière ce conflit. On entre dans le vif du sujet. L'idée centrale, la plus provocatrice, c'est que ce conflit serait en fait une guerre par procuration, menée par les États-Unis, mais pour le compte d'Israël. Là, c'est dit sans détour. L'armée américaine agirait comme un simple intermédiaire, un mandataire, défendant des intérêts qui, au fond, ne seraient pas les siens. Et cette théorie, d'où vient-elle? Eh bien, selon la source, elle s'appuierait sur des témoignages internes, comme celui de hauts fonctionnaires démissionnaires qui auraient affirmé que le président a été directement convaincu par Israël de s'engager dans cette guerre. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le contraste radical entre deux manières de gérer la situation. D'un côté, une administration qui freine les ardeurs militaires israéliennes. De l'autre, une administration qui semble considérer que les États-Unis n'ont plus qu'une seule option, suivre le mouvement. Pour comprendre l'origine de cette stratégie, la source nous ramène assez loin en arrière, à un document politique israélien bien connu. L'idée de base, ce serait d'externaliser les conflits pour mieux servir ses propres intérêts stratégiques. D'accord, mais comment un président a-t-il pu être convaincu de se lancer là-dedans? La source dépeint un état d'esprit bien particulier, celui d'une promesse de guerre facile. L'argument de la source est simple. On aurait fait miroiter au président une victoire rapide, presque sans effort. C'est cette promesse d'une guerre facile qui aurait été, en quelque sorte, l'argument de vente décisif. Sauf qu'en interne, le son de cloche était complètement différent. Des experts, eux, prédisaient un véritable désastre. Fermeture du détroit d'Ormuz, crise économique mondiale et embrasement de toute la région. Des avertissements qui auraient été balayés d'un revers de la main. Du coup, le résultat, toujours d'après la source, c'est une situation qui échappe à tout contrôle. Et face à cette perte de contrôle, la seule réponse qui resterait, ce serait une surenchère dans les menaces et la rhétorique. Bon, mais alors, qui sont ces gens qui tiraient les ficelles en coulisses? La source pointe du doigt un réseau d'influence qu'elle juge très précis et très puissant. Ici, le terme utilisé est fort. On ne parle pas juste d'influence, mais d'une véritable capture de l'administration, qui serait orchestrée par un ensemble de donateurs et de personnalités très proches des intérêts israéliens. Et ce réseau, tel qu'il est décrit, formerait une sorte d'écosystème autour du président. Ça irait des plus gros donateurs, comme Myriam Adelson, jusqu'aux plus hauts responsables, comme le directeur de la CIA ou le chef négociateur. Une toile d'influence entièrement tournée vers un seul objectif. Évidemment, une politique pareille, ça a des conséquences. On va maintenant regarder les retombées, à la fois politiques et économiques, qui sont décrites par la source. Ce qui est souligné ici, c'est que même si les États-Unis sont relativement protégés grâce à leur autosuffisance énergétique, la douleur économique, elle, se fait sentir très durement ailleurs dans le monde, provoquant même des troubles sociaux graves. Et l'argument qui est avancé, c'est que la vraie boussole du président ne serait pas la stabilité de l'économie mondiale, mais plutôt la courbe de ses propres sondages. Le calcul serait purement politique et personnel, pas géostratégique. Cette politique aurait aussi créé une onde de choc considérable en interne, menant à ce que la source n'hésite pas à qualifier de véritable purge au sein du Pentagone. Le premier indice, ce serait ce chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 1500 milliards de dollars. C'est le budget demandé pour le Pentagone. Une somme qui signale une réorientation absolument massive des ressources du pays. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, la source précise que si ces budgets étaient validés, les États-Unis dépenseraient à eux seuls plus que les 10 pays suivants réunis, et il resterait encore de la marge. Mais alors, à quoi servirait tout cet argent? Là, la source est assez critique. Elle avance que cet argent n'irait pas principalement aux soldats, mais qu'il s'agirait d'une sorte de keynésianisme militaire, une façon de faire tourner l'économie en arrosant les sous-traitants de la défense. Et pour faire passer un budget pareil, il aurait fallu, toujours d'après la source, faire le ménage. C'est-à-dire que tous les hauts fonctionnaires et les généraux qui exprimaient des doutes ou qui tentaient de freiner les choses auraient été systématiquement écartés. Alors, si on devait résumer cet argument complexe en quelques points clés, quels seraient-ils? En somme, la thèse présentée ici est celle d'une politique étrangère qui serait pilotée par des intérêts extérieurs, mise en musique par des réseaux d'influence très puissants et soutenue par un complexe militaro-industriel qui en serait le principal bénéficiaire. Voilà pour la présentation de cette perspective qui est, on le rappelle, très controversée. Et au final, ça nous laisse avec une question bien plus large et fondamentale. Au-delà des discours officiels, comment la politique étrangère est-elle, au fond, réellement façonnée?